Bienvenue à tous. Alors, normalement, vous ne devriez pas avoir de son, pas la possibilité de parler. On a coupé les micros exprès. Par contre, vous avez la possibilité de communiquer au travers du chat. Donc, si vous connaissez Zoom, normalement, vous devriez pouvoir communiquer au travers du chat. On va attendre encore un petit peu parce que ça doit commencer à 14h30. Je vois que ma montre, il est 14h29. Une petite minute et on commence. Je vois vos messages qui apparaissent. Donc je vois qu'il est 14h30, donc bienvenue à tous. Il y a 23 participants pour le moment. Je pense que certains vont arriver encore au fil de l'eau. Je vais commencer et puis ils rattraperont les wagons au passage. Alors, bienvenue à tous pour ce webinaire qui va parler de RH et d'agilité, donc l'impact de l'agilité sur les RH, sur la fonction RH. Donc merci d'être venu. Alors, pour commencer, je vais tout simplement commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis auteur et co-auteur aussi du livre Devenir une entreprise agile que j'ai coécrit avec Florent Leton. Florent Leton qui est connu pour être auteur, lui, du blog agiliste.fr. Alors, quand on a écrit ce livre avec Florent, l'idée, l'intention, c'était de pouvoir acculturer tout un chacun sur la notion d'agilité. Donc, on entend aujourd'hui beaucoup d'incantations, soyez agile, faites preuve d'agilité, et toutes ces incantations derrière, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce mot agile. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'expliquer ce qu'est l'agilité. Et en particulier, peut-être, on s'adressait aussi aux décideurs qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un livre assez synthétique. Sinon, je suis également coach agile chez SOAT. Donc, je donne des formations, j'accompagne des clients sur l'agilité. Et aujourd'hui, je représente une communauté d'une cinquantaine d'agilistes chez SOAT, avec 12 coachs, des product owners, des Scrum Masters. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, en particulier LinkedIn et Twitter. C'est parti pour le petit sommaire. Donc, on va revenir un peu au fondement de l'agilité. Qu'est-ce que l'agilité pour une entreprise? On explique ça au RH. Parfois, les RH ne savent pas trop ce que c'est ou ont peut-être une fausse idée de ce qu'est l'agilité. Donc, l'idée, là, c'est de repartir sur les fondements de l'agilité. On va parler du coup des valeurs, des principes, pour ceux qui ne les connaissent pas. On va parler aussi d'agilité et d'intelligence collective. Je vais essayer d'expliquer pourquoi aujourd'hui l'agilité devient incontournable. Et vous aurez l'occasion de poser vos questions ou de rebondir au travers du chat pour qu'on puisse échanger ensuite par la suite sur vos idées sur la question. Et on rentrera ensuite dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'impact pour la fonction RH. Je parlerai brièvement aussi à la fin d'une web série qu'on a développée ici chez SOAT. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une offre assez pléthorique en termes de webinars, de formation en ligne, étant donné le contexte actuel. Sur ces sujets-là, je dirais, on fait un peu comme tout le monde, on s'adapte, on fait preuve d'agilité. Et peut-être que cette web série est le seul élément un peu différenciant que nous, on va proposer. C'est pour ça que je voulais la présenter aujourd'hui. Et comme l'a déjà dit Maxime sur le chat, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. Il va prendre en charge la synthèse de ces questions et on pourra y répondre à la fin. Il y aura un temps dédié pour les questions et les réponses.
Alors, qu'est-ce que l'agilité? Pour une entreprise, qu'est-ce que l'agilité? Donc, ouais, je suis allé chercher un peu dans la littérature, dans des définitions qui existaient finalement, et on retrouve une première définition qui date d'il y a quasiment 30 ans. Cette définition a émergé d'un rapport qui était consacré à la stratégie des entreprises. Et ce rapport nous dit que finalement l'agilité est la caractéristique qui permet à une organisation de prospérer dans un environnement de changement constant et imprévisible. Donc une fois qu'on a dit ça, on a presque tout dit. Et surtout, en fait, je dirais, cette définition qui date d'il y a quasiment 30 ans est encore valable et elle prend même presque tout son sens aujourd'hui. Elle a d'ailleurs été reprise dans un livre dont j'ai mis les références ici, The Age of Agile, de Stephen Denning en 2018. Donc cette définition est totalement en accord encore aujourd'hui avec le monde actuel, un monde qu'on va qualifier de complexe, incertain, volatile. Vous connaissez l'acronyme probablement tout aussi bien que moi, l'acronyme VUCA. Voilà. Donc moi, je vous partage aussi j'en profite pour partager un peu ma définition telle que je conçois l'agilité quand je la pratique au quotidien avec les clients que je peux accompagner. Ben, pour moi, l'agilité, c'est la capacité d'une organisation à apprendre constamment et rapidement de nouvelles choses, tout en étant capable de remettre en question d'anciens apprentissages. Alors, le mot-clé peut-être important dans la définition que je viens de vous partager, ça serait la capacité d'une organisation. C'est finalement, quand on parle de capacité, on parle de compétences. Finalement, les organisations, pour être plus agiles, doivent acquérir de nouvelles compétences. Donc, la première définition date d'il y a quasiment 30 ans et en 2001, plusieurs experts se réunissent. Quand je parle d'experts, alors je ne parle pas d'experts dans leur tour d'ivoire, ce sont des gens qui font, des experts de développement logiciel pour le coup, qui ont expérimenté de nouvelles façons de travailler sur le terrain et ils ont partagé ces nouvelles façons de travailler pour le diffuser au travers d'un manifeste, qu'on appelle le manifeste agile, rédigé en 2001. Voilà, donc je vous ai mis un petit nuage de mots pour expliquer un peu ce qu'il y a dans ce manifeste. Je dirais la notion clé de l'agilité, c'est on va tout faire pour satisfaire le client. La satisfaction client est au centre. Et pour ça, on va s'appuyer sur des équipes qui sont motivées. Pour arriver à les motiver, du coup, à faire en sorte qu'elles soient auto-organisées. On va alimenter l'autonomie de tout un chacun. On va leur faire confiance aux collaborateurs. Et aussi, on va chercher à s'adapter en permanence au marché dans une dynamique d'amélioration continue pour apporter de la valeur à son client. Voilà. Donc, une petite synthèse, je dirais, de ce manifeste de 2001. Et ensuite, je voulais vous parler d'agilité et d'intelligence collective, parce que finalement, pour pratiquer l'agilité depuis un certain temps, je me suis aperçu quand même que l'agilité fonctionne surtout si on fait preuve d'intelligence collective d'intelligence collective. Mais attention quand même à ne pas tomber dans la dictature de l'intelligence collective, parce que ce n'est pas nécessairement la solution à tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans les organisations, l'intelligence collective est sous-exploitée dans ces organisations. Et donc, du coup, il y a quand même fort à parier qu'en mettant un peu plus d'intelligence collective, on arrivera à être plus agile et plus efficient. Et finalement, pour faire preuve d'intelligence collective, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des compétences à acquérir. Et ces compétences, on les voit un peu sur ce petit nuage de mots. Ce sont des compétences pour moi que je qualifierais de soft skills ou de savoir-être. J'avais écrit un article il y a quelque temps sur LinkedIn où j'avais dit que finalement l'agilité est-elle avant tout une question de savoir-être. Je posais la question. Donc, je vais vous mettre en référence le, euh, le lien vers l'article dans le chat si certains veulent le lire plus tard. Donc, là, en résumé, ce que je peux dire dans cet article, c'est que finalement, si on veut faire preuve d'intelligence collective, il faut beaucoup de savoir-être parce que pour être en capacité d'apprendre en permanence, il faut être quand même un minimum curieux dans l'entreprise. Si on veut être en capacité de remettre en question les anciens apprentissages, il faut un minimum faire preuve d'esprit critique. Il faut que le management et aussi les dirigeants des organisations fassent preuve d'exemplarité. Il faut faire confiance. Alors quand je dis confiance, faire confiance par défaut et valider cette confiance au fil de l'eau, d'itération en itération.
Voilà, toutes ces notions-là dont je parle dans l'article, vous pourrez les retrouver. Alors, est-ce que l'agilité, finalement, est un buzzword ou un mouvement de fond, une fois qu'on l'a défini? Bah, moi, si je fais ce métier-là, je pense que c'est clair pour moi, hein. Il y a aucune ambiguïté pour moi. C'est un vrai mouvement de fond. Et l'agilité, pour moi, est totalement incontournable. Et pas que pour moi, d'ailleurs. Du coup, je pars d'un constat qui a été fait il y a quelques années d'un grand dirigeant d'une entreprise leader dans le domaine de l'assurance, pas n'importe quelle entreprise, c'est AXA. Donc, ce dirigeant nous dit que nos concurrents de demain, alors comme il disait ça en 2016, c'est les concurrents d'aujourd'hui d'une grande assurance, c'est Amazon, Google et Facebook. Et c'est une vraie réalité aujourd'hui parce que on a appris récemment que Google et Amazon se sont lancés ou vont bientôt se lancer dans le domaine de l'assurance. Donc tous les secteurs sont concernés par cette déferlante digitale. Vous avez tous entendu parler des GAFA, mais il y a aussi, par exemple, l'industrie de l'automobile qui n'est pas épargnée. On voit de plus en plus de voitures Tesla qui roulent dans la rue. Ils ont totalement réinventé l'industrie de l'automobile. Et d'ailleurs, pour moi, ils fabriquent même pas des voitures. Ils sont plus en train de fabriquer des sortes d'iPad sur roues. Un truc complètement presque surréaliste aujourd'hui. Et aujourd'hui, les organisations traditionnelles sont donc pas mal bousculées par ce type d'entreprise et elles doivent se réinventer. Et on peut voir l'agilité aujourd'hui comme étant la meilleure réponse à apporter à la complexité environnante de ces entreprises. Alors, l'agilité, par des processus empiriques, va être une réponse à la complexité. Alors, je parlais de satisfaction client tout à l'heure quand on parlait des manifestes agiles, mais le client dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? Et pour moi, le client, c'est avant tout le boss, quoi. C'est lui qui décide, hein, parce que en tant que client, on est tous clients de quelque chose. On peut tous accéder à tous les contenus qu'on veut, à tout moment, où qu'on soit. Alors en ce moment, c'est un peu plus compliqué. C'est plutôt forcément chez soi, sauf si on veut acheter des pâtes ou du papier toilette. On a le droit d'aller on a le droit d'aller au supermarché du coin, mais sinon, c'est où qu'on soit, on peut acheter ce qu'on veut avec l'appareil qu'on a à sa disposition. Et si, en tant que client, je ne suis pas satisfait des produits ou des services que votre organisation me propose, je vais être en capacité de le créer sur tous les toits en utilisant les réseaux sociaux, par exemple. Et pour peu qu'en tant que client, j'ai un peu d'influence ou de notoriété sur ces fameux réseaux sociaux, voilà, ça peut avoir un impact plutôt négatif sur la réputation de l'organisation. Mais l'agilité peut aussi nous aider parce que l'agilité va voir en fait ça comme une formidable opportunité de collecter du feedback en permanence de ses clients. Parce que l'agilité, c'est ça, c'est être à l'écoute de ses clients. Donc là où l'agilité va pouvoir nous aider par ses processus adaptatifs et évolutifs, on va pouvoir prendre en compte ces feedbacks. Alors, pas nécessairement qu'au travers des réseaux sociaux, au contraire, même il faut aller au contact de ses clients, aller les voir, ces clients, leur demander leur avis pour pouvoir tester, expérimenter et pour proposer des produits et des services qui correspondent totalement, entièrement à leurs attentes. Voilà pourquoi l'agilité, à mon sens, est totalement incontournable aujourd'hui. Ce qui m'amène au sujet du jour, l'impact RH. Alors, le premier impact peut-être le plus évident, c'est qu'aujourd'hui, un point d'entrée pour des experts de l'agilité comme vous aujourd'hui, comme moi aujourd'hui, ça va être qu'on va être sollicité sur des formations. Il nous arrive souvent de travailler avec des RH pour construire des parcours autour de l'agilité, des parcours de formation autour de l'agilité. Donc, ces parcours, ça va être soit de l'acculturation au travers de formations digitales, soit des ateliers d'acculturation aussi, mais plutôt en serious game, en présentiel, même si c'est plus compliqué en ce moment. Jusqu'à des formations plus pointues sur les nouveaux rôles, où on peut aussi organiser des séminaires autour de la thématique agile. Donc, en tant qu'expert agile, on est souvent amené à travailler avec les RH sur ces sujets-là. C'est, je dirais, presque le premier impact le plus évident. Ensuite, il va y avoir les évolutions des compétences au sein de l'organisation. Les RH sont aussi en première ligne sur ces sujets-là. La posture du manager, c'est un peu la tarte à la crème, tout le monde en parle, de la posture du manager, aussi les soft skills, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais d'intelligence collective. Donc quand on est agile, on demande à ce que le manager soit dans une posture plutôt manager coach,
Souvent, ça nécessite pour des managers qui n'ont pas l'habitude de ces postures-là, ça nécessite souvent du coaching individuel, hein, pour avoir un certain lâcher-prise. Quand on parle d'agilité, on va parler d'auto-organisation. Qui dit auto-organisation, que devient le manager qui avait l'habitude de contrôler au quotidien les tâches de ses collaborateurs? Donc un vrai sujet pour les RH aussi. Euh, voilà. Et aussi sur les soft skills, bien entendu, hein, le parcours, on peut avoir des parcours de montée en compétences à la fois sur la posture ou sur les soft skills ou sur d'autres sujets qui sont liés à l'agilité, qui vont durer plusieurs mois et faire en sorte que ces nouvelles compétences dont je parlais tout à l'heure dans la définition puissent être acquises par les collaborateurs. Un autre impact, le troisième impact que j'ai pu noter, ça va être, ça arrive aussi quand on accompagne nos clients là-dessus, d'accompagner les RH sur la définition des postes, des nouveaux postes ou des nouveaux rôles dans l'organisation. Parce qu'on parle souvent en ce moment du rôle de product owner. Qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation, ce rôle de product owner? Est-ce que ça remplace des postes déjà existants? Est-ce que c'est un poste? Est-ce que c'est un rôle? Voilà, toutes ces questions auxquelles il faut répondre. Et nous, on va pas venir avec des réponses, hein. L'idéal, encore une fois, c'est de co-construire ces fiches de poste au travers d'ateliers d'intelligence collective avec les principaux concernés, avec les personnes qui endossent ces rôles-là dans l'organisation. L'idée, c'est pas de venir et de rédiger ces fiches de poste à la place des gens, à la place des opérationnels. Chaque contexte est différent. Un quatrième impact que j'ai noté, ça va être le recrutement et aussi l'évolution de carrière liée au recrutement. Eh bien, sur ce sujet-là, forcément, j'en ai déjà parlé quand je parlais de l'évolution des compétences. Finalement, c'est assez proche, assez lié. On va rechercher des compétences peut-être différentes d'avant, des compétences coopératives, des compétences, des soft skills aussi. Là-dessus, j'ai une anecdote. J'interviewais un manager il y a quelque temps pour savoir quel avait été l'impact sur sa fonction RH chez lui d'avoir agilisé ses équipes. Eh bien, il m'a dit au niveau RH, il avait été étonné justement parce que lui, en tant que manager, il avait tendance à rechercher des profils qui avaient un certain esprit critique assez aiguisé, tout en étant à la fois constructif et bienveillant. Mais ces profils-là, ils étaient souvent refusés, même à chaque fois refusés par les RH, parce que ce type de profil était vu comme des personnes qui posent trop de questions, qui rentrent pas dans le moule, qui vont forcément finir par poser un problème. Donc il y avait, donc je voulais vous partager cette petite anecdote parce que je la trouvais intéressante. C'est quelque chose qu'on voit effectivement assez souvent dans les organisations qu'on peut accompagner. L'autre point que je voulais mentionner, c'était finalement les RH ont aussi leur propre process, leur propre processus. Elles doivent recruter, elles doivent suivre les collaborateurs, elles doivent organiser les entretiens annuels avec les managers et avec les collaborateurs. Tous ces processus-là, finalement, peuvent très bien être suivis de façon agile. Donc, les RH, la fonction RH peut être agile dans ses propres pratiques, en, par exemple, représentant visuellement leur activité, en les priorisant, en faisant des synchronisations régulières de type réunion un peu courte, en mode stand-up meeting, en lançant des dynamiques d'amélioration continue, ou même en gérant leurs produits, parce que souvent les RH ont des produits, hein. En soi, une formation est un produit, ou leur service, de façon agile. Donc voilà, il y a les RH ont tout à gagner à devenir plus agiles aussi dans leur propre processus. Un dernier point que j'ai soulevé, ça va être la qualité de vie au travail. Alors, je préfère même d'ailleurs parler d'accomplissement personnel et de motivation plus que de qualité de vie au travail. J'aime pas beaucoup trop non plus on entend souvent parler de bonheur au travail. J'aime pas trop parler ça comme ça sous cet angle-là, parce que pour moi, ce n'est pas à l'employeur de traiter ce sujet-là. Surtout pas en installant des baby-foot à côté de la machine à café. C'est pas comme ça qu'on doit traiter ça. Le bonheur est quelque chose de personnel et ça doit le rester. Mais l'idée, c'est quand même d'aller chercher l'accomplissement personnel au travers de l'activité de chacun, que chacun trouve une forme d'accomplissement personnel dans son activité quotidienne.
Et l'agilité va permettre d'aller dans ce sens-là, en justement donnant du sens à chaque collaborateur, tout simplement en mettant le client au centre des préoccupations de chacun. Ça va donner du sens à l'activité des collaborateurs. L'agilité aussi va permettre d'offrir un cadre aux collaborateurs pour s'exprimer avec une forte autonomie. Un cadre aussi qui va lui permettre, où on va lui faire confiance finalement, pour qu'il puisse exprimer ses talents. Et aussi un cadre qui va favoriser l'apprentissage collectif pour que l'organisation et chaque individu gagne en maîtrise de ce qu'elle fait. Donc ces leviers-là, on parle de motivation, là, ces leviers-là vont faire que normalement, chacun pourra s'accomplir personnellement. Et moi, ce que j'observe en tant que coach agile, c'est qu'il y a un vrai enthousiasme à travailler dans ce type de démarche, dans ce type de démarche agile, et l'impact au niveau de qualité du travail est vraiment là. Il y a un vrai impact au niveau du bien-être dans les organisations agiles. Pour conclure sur la thématique du jour, au niveau impact RH, déjà c'est pour tous ces points-là que je veux qu'aujourd'hui les RH, à mon sens, ne peuvent pas passer à côté de l'agilité. C'est un vrai sujet de fond pour la fonction RH. Et finalement, les principales activités, fonctions de la fonction RH, c'est de recruter, de fidéliser et d'éventuellement s'occuper aussi de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais on se rend compte que les RH n'ont pas nécessairement tous les leviers en main pour réussir ces missions-là. Et l'agilité qui propose de casser les silos dans les organisations prend tout son sens pour la fonction RH, qui aujourd'hui va devoir travailler avec les opérationnels, comprendre leurs problématiques et ainsi mieux recruter éventuellement, trouver les bons profils, les profils les plus adaptés pour fidéliser en comprenant mieux aussi les attentes des collaborateurs déjà en place. Voilà pour le sujet du jour. Juste, je parle rapidement de la web série. Je vous avais promis que j'en parlerai. Voilà, donc une web série qui comporte 14 épisodes. On a travaillé en partenariat avec une société qui s'appelle Créature. Donc la web série, elle reprend un peu l'univers de Friends, où on va parler du mindset agile, des différentes méthodes agiles qui existent. Et peut-être que vous reconnaîtrez, on a fait ça aussi en collaboration avec Jacques Chambon, qui est connu pour être l'acteur qui joue Merlin dans Camelot. Donc c'est pour la petite anecdote. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur cette petite série. Donc, place aux questions. Alors, avant les questions, j'avais proposé un petit jeu sur LinkedIn. J'avais promis de donner les noms des gagnants pendant le webinaire. Donc, du coup, les 3 gagnants qui gagnent 2 livres, pour eux et pour la personne qu'ils ont tagué sur LinkedIn, ça va être Rachel Gobi, Johan Chevreux et Johan Legal. Donc, félicitations à eux. Je les contacterai pour savoir comment je peux leur envoyer ces livres. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, alors merci beaucoup Jérôme pour ta présentation. On a une première question de Mélanie qui demande concrètement qu'est-ce qu'on peut recommander à un service RH pour qu'il soit agile? Déjà, la première chose qu'on fait souvent dans les services RH, c'est de comprendre, de visualiser l'activité finalement au travers d'un tableau visuel qui va permettre de savoir quelle est l'étendue de l'activité de l'ensemble du service. Parce que d'un service à l'autre, il y aura peut-être des activités, d'une entreprise à l'autre, chaque contexte est différent. Il y aura peut-être des activités qui ne sont peut-être pas forcément de l'ordre du RH. Donc l'idée, c'est vraiment d'obtenir un consensus sur les activités réelles de la fonction RH dans l'organisation. Partir euh, des activités et les visualiser, se mettre d'accord sur quelles sont ces activités et puis après, trouver le processus, éventuellement identifier les rôles clés. Je dirais, il y a rien de, il y a presque rien de spécifique par rapport. Je pense qu'on ferait la même chose c'est sûr, même on ferait la même chose pour une équipe dans l'IT. On part de l'état où on est actuellement, on essaie de comprendre comment ça fonctionne et on identifie les activités et puis après
on engrange une dynamique d'amélioration continue pour s'améliorer là où c'est vraiment nécessaire. Alors, on a Marie-Louise qui nous demande un exemple concret quand on parle d'agilité dans le recrutement. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? Oui, alors l'exemple concret, c'est ce qu'on fait chez le mieux, c'est d'expliquer ce qu'on fait chez nous, hein, parce que chez SWAT, quand on recrute par exemple un coach chez SWAT, ben c'est pas que le RH qui travaille dessus, c'est on a vraiment désiloté pour le coup. On travaille en main dans la main, nous coachs avec les RH, où parfois c'est les RH qui vont détecter un profil, parfois c'est nous les coachs qui vont détecter ce profil, et puis il va y avoir forcément plusieurs entretiens. Donc un entretien par les RH pour valider effectivement que la personne va matcher avec la culture de l'organisation, mais aussi et surtout un entretien avec les collaborateurs qui vont travailler au quotidien avec cette personne-là pour s'assurer que ça fit, il y a aussi une culture dans l'équipe et donc du coup cette culture-là, elle doit aussi se ressentir, elle doit fitter aussi avec la personne qui veut rentrer, qui veut rejoindre l'équipe. Donc c'est vraiment travailler main dans la main entre les collaborateurs, entre les opérationnels et les RH. Et, euh, et puis après, l'idée c'est de suivre ça de façon agile, hein. Ça peut être visualiser les différents recrutements en cours, et puis y adosser des statuts. Voilà ce que je peux dire concrètement par rapport à ce qu'on fait. Après, je pourrais rentrer plus dans le détail, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est impliquer les collaborateurs, impliquer les opérationnels dans le processus de recrutement et puis qu'il y ait une vraie discussion entre les attentes des opérationnels et les RH et les attentes de l'organisation qui sont portées par les RH et qui vraiment voilà, que ce soit aligné. Et enfin, on avait une dernière question sur un sujet qui revient assez souvent. C'est comment concilier l'agilité avec, on va dire, les organismes publics et tout ce qui ressort, par exemple, du code des marchés publics. Alors ça, c'est une vaste question. J'ai bien envie de te demander des précisions parce que je peux la prendre dans tous les sens. Alors moi, j'ai déjà travaillé pour des marchés publics, hein. J'ai travaillé pour la Banque de France, j'ai travaillé pour la BNF aussi. Euh, Dès le démarrage, c'est compliqué. Dès l'appel d'offres, dès l'appel d'offres, c'est compliqué en fait. Parce que l'appel d'offres, souvent les appels d'offres du marché public sont loin d'être agiles. On parle d'unité d'œuvre, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Après, s'il y a possibilité de préciser la question, je suis preneur. Parce que après, est-ce que c'est en lien avec la thématique du jour, thématique RH? Parce que, C'était essentiellement sur comment mettre en place une démarche agile sur des projets. Donc, effectivement, on sort un peu du contexte ouais, purement RH, mais c'est vrai que l'agilité se retrouve assez souvent opposée ouais, à la rigidité des ouais, textes. c'est vrai, c'est vrai. Donc là, il faut aller travailler avec l'État, essayer de faire en sorte que ces textes soient moins rigides. Il y a des initiatives, hein. Je sais que faut regarder ce que fait l'INSEE en particulier. Il y a une forte communauté d'agilistes à l'INSEE qui font beaucoup de choses pour partager. Je pense à Fabrice Bloch. Vous pouvez retrouver son. Alors, je ne sais plus exactement comment se prononce son nom de famille. Vous pourrez retrouver ses publications sur LinkedIn et il communique beaucoup sur ce sujet-là, sur le sujet l'agilité dans le marché public. Et je sais qu'à l'INSEE, a priori, ils sont quand même assez avancés là-dessus. Et souvent, effectivement, ça coince dès l'appel d'offres, dès, alors qu'on n'a même pas encore signé quoi que ce soit. Alors, Voilà, puisqu'on c'est est ça. tout à l'heure Olivier, merci. Bloc. tout à l'heure, on avait abordé le sujet du recrutement. Est-ce que les RH peuvent être vus comme facilitateurs au recrutement au service des opérationnels? On peut dire ça, ouais, tout à fait. Je trouve la remarque très pertinente, effectivement. Et après, faut pas que ça relègue le RH à. Enfin voilà, faut pas que ce soit vu comme quelque chose de péjoratif. Au contraire, hein, ils sont là pour faciliter. Parce que quand on est opérationnel, on n'a pas le nez sur le marché de l'emploi tout le temps. Et donc effectivement, faciliter le recrutement, c'est une bonne remarque, je trouve, de Patrick.
Euh, Il y a une et surtout autre, pas faire ça dans son coin. Ouais. il y a une autre question sur le rôle du manager. Est-ce que dans un contexte agile, le manager a un changement de comportement à opérer? Alors, ça c'est aussi un vaste sujet, un sujet sur lequel on pourrait faire une formation entière. Il y a des formations qui existent sur ce sujet-là, en particulier, je pense à la formation Management 3.0. Et aussi, il y a des parcours qui existent là-dessus parce que, en fait, chaque contexte sera différent. Ce qui est sûr, c'est que si on est sur un mode de management traditionnel, on a l'habitude de contrôler au quotidien l'activité de ses collaborateurs, ben, l'agilité, ça ne matche pas parce que ce qu'on demande, c'est ce qu'on offre dans un contexte agile, c'est un minimum d'autonomie et de l'auto-organisation dans les équipes. Et donc, et souvent, bah, les managers traditionnels se retrouvent un peu perdus parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont dépossédés d'une certaine forme de pouvoir. Même le pouvoir, il y a le pouvoir de décision, le pouvoir de contrôle de l'information aussi, parce que quand on parle d'agilité, on parle de transparence. Donc quand on affiche tout ce qu'il y a affiché sur les murs, quand on dit tout ce qu'il y a à dire, et que le manager traditionnel a l'habitude de contrôler l'information, de diffuser l'information au compte-gouttes en fonction de ce qu'il a envie de dire. Enfin, c'est pas pour mal faire, hein, j'ai envie de dire, c'est juste parce que c'est je dirais une façon de voir le management tel que tel que le management existe encore aujourd'hui et où existait il y a quelques temps. Alors, il nous reste Mais à peu près 5 minutes. On ouais, a une question, on va dire plutôt là sur la quantité de travail. Donc, on imagine que les services RH aujourd'hui sont très sollicités vu le contexte actuel. Comment ouais. est-ce que le service administratif ou administration du personnel, qui a du coup un travail de gestion de contrat, comment est-ce que l'agilité peut l'aider? Alors, comment l'agilité? Alors, tu peux préciser parce que je suis pas sûr Ouais. d'avoir bien capté la. Comment est-ce que l'agilité peut aider un service RH qui a un gros travail administratif, surtout en ce moment? Heu, Mhm. Comment est-ce que l'agilité peut l'aider dans ce contexte-là? Alors là, j'ai pas de réponse toute faite, mais ce qui est sûr, enfin, l'idée, c'est pas de trouver des réponses toutes faites à tout non plus, mais l'idée, c'est que désilotant les services RH, c'est d'aller chercher aussi du support auprès des opérationnels. Donc, les opérationnels, peut-être qu'ils ont aussi la tête sous l'eau, mais il y en a certains qui ne sont pas du tout sous l'eau aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, ne pas aller rester tout seul dans son coin et peut-être aller chercher de l'aide au-delà, au-delà des frontières de son service. Je pense que ça peut être une solution. Il nous reste 5 minutes, je crois. Ouais. Est-ce Heu, que tu avais d'autres questions? alors, il y a une question de Marie-Louise, sur le chat qui sera, je pense, ouais, une des dernières questions. Alors je la lis, hein, mais donc c'est, en gros, comment faire le lien entre les 4 principes du manifeste agile et une activité de recrutement, dans un système qui a une part administrative très prépondérante. Alors, déjà, c'est pas 4 principes, c'est 4 valeurs, hein, pour les puristes qui écoutent. 4 valeurs, 12 principes. Comment faire le lien entre les 4 valeurs? Bah, déjà, moi, j'aime bien la première valeur, les interactions plus que les processus, les interactions et les individus, les interactions plus que les processus et les outils. Si on est face à des RH qui regardent plus leurs outils et qui sont pas trop amenés à comprendre les individus et à comprendre les interactions qu'il peut y avoir entre les individus, on va avoir un problème. Ça devrait même faire partie de la fonction RH de base, quoi, sans qu'on parle d'agilité. Après, je vais peut-être pas tous les faire parce qu'il ne reste pas forcément beaucoup de temps, mais enfin, je serais ravi d'en discuter avec Marie-Louise si elle le souhaite. On peut en discuter elle peut me contacter à travers de LinkedIn. Euh, voilà, c'est un sujet assez vaste aussi. En tout cas, bon, pour moi, je vois pas de contradiction. Alors peut-être qu'elle peut préciser une des valeurs ou un des principes qui lui semble contradictoire. OK. Je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter ce Voilà. dernier point jusqu'au bout malheureusement. Est-ce que tu as une petite conclusion à nous faire, Jérôme?
Oui, déjà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite à tous de passer de merveilleux moments auprès de vos proches. C'est pas facile en ce moment pour tout le monde, mais on va tous s'en sortir. Et en tout cas, merci d'avoir suivi ce webinaire. Et à très bientôt pour ceux que je connaisse. Et n'hésitez pas à me contacter, encore une fois, sur LinkedIn si vous avez des questions précises sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi ça peut être sur l'agilité de façon plus générale.